en tout cas j'ai envie d'y croire, c'est que je pense qu'un contenu qui est complètement vide de sens performe plus. Qu'aujourd'hui, je pense que la performance, elle est aussi très liée à la qualité du contenu, à ce qu'on va venir raconter. Finalement, est-ce que j'apporte de la valeur? Est-ce que mon contenu, il apporte de la valeur? Donc, moi, je suis plutôt partisan du moins mais mieux. Maintenant, on peut considérer que on n'a pas forcément besoin de baisser son niveau de contenu, mais être aussi pertinent avec autant de valeur ajoutée sur un rythme de contenu très haut, la barre est haute, pourquoi pas? Certains en sont probablement capables. En tout cas, moi, c'est plus la question que je me pose, elle est plus là, c'est l'utilité du contenu. Nouvel épisode de Content Factory, le podcast qui parle de contenu au sens large. Pour cet épisode, je reçois Sébastien Repetto et nous allons parler ensemble de numérique utile pour un tourisme plus responsable. Seb, bienvenue pour cet épisode 16. Pour les plus assidus du podcast, l'épisode précédent, l'épisode 15, était avec Megan de Marketing Flow et on a parlé marketing responsable et engagé, donc la transition est toute trouvée car tu es le fondateur de My Destination, une agence social media engagée, spécialisée dans le tourisme et aussi depuis quelques années, le cofondateur de Kern, qui est avec l'agence Think My Web, qui est, tu vas nous en parler mieux que là, le résumé que je vais te faire, mais qui est une agence outil qui permet d'évaluer la performance des écosystèmes des territoires et des destinations. Et donc forcément, on va pouvoir parler de comment mieux faire du contenu éco-responsable, comment mieux comprendre l'impact du numérique dans tout ça. Est-ce que tu veux commencer par nous raconter ce qu'est Kern et à quoi ça sert, comment ça marche, qu'est-ce que c'est? Carrément, avec plaisir. Salut Maxime, merci déjà pour l'invite. Super content d'être avec toi pour cet échange. On se connaît d'une autre vie, j'ai envie de dire, mais c'est là des bas le sujet. Non, on a déjà eu l'occasion de bosser ensemble dans une autre vie presque, j'ai envie de dire. Non, mais en tout cas, pour présenter Kern en 2 mots, c'est effectivement donc Kern, c'est une entreprise à mission. Donc ça veut dire que il y a un certain nombre d'engagements d'ordre environnementaux et sociétaux qui sont donc inscrits dans nos statuts. C'est donc une structure qui cherche à faire le lien entre des questions de numérique responsable et de tourisme responsable. Donc, on est, que ce soit donc sur Kern ou sur My Destination, on est vraiment spécialisé dans le secteur du tourisme. On travaille plus spécifiquement avec ce qu'on appelle des OGD, donc ces organismes de gestion des destinations touristiques, donc plus communément connus sous les noms d'offices de tourisme, agences départementales ou comités régionaux du tourisme. Et on va venir globalement analyser leur écosystème numérique pour voir un petit peu leur niveau de performance. Quelque chose qui est somme toute assez classique. Sauf qu'on va déjà essayer de s'intéresser à une performance qui soit la plus qualitative possible. C'est-à-dire les volumes nous intéressent. On va essayer de s'intéresser surtout à la qualité finalement des consultations, que ce soit côté réseaux sociaux, côté campagne social ads ou côté site web. Et on va aussi regarder des questions d'éthique, des questions d'engagement éditorial et des questions notamment de green IT ou de pollution numérique. Et globalement, on va essayer de trouver des équilibres en fait entre tous ces sujets. Et c'est partir du principe que ce soit le numérique ou que ce soit le tourisme, on a énormément de points très positifs qu'on retrouve dans ces 2 secteurs, pour les appeler comme ça. Mais on a aussi des externalités négatives. Et en gros, on va se dire comment est-ce qu'on réussit à réduire les externalités négatives du numérique et à conserver sa force de frappe. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de se dire, OK, je veux par exemple faire moins d'émissions de CO2 sur mon numérique, donc globalement, je fais moins de visibilité. Donc, c'est réussir à conserver cette force de frappe, cette visibilité, et de la placer au service des enjeux de tourisme responsable. Et donc, notamment, de réussir à avoir une certaine influence sur l'évolution des comportements, en particulier des clientèles, notamment en amenant par exemple des éco-gestes, en faisant de la sensibilisation ou pourquoi pas en les invitant à avoir des mobilités qui soient moins carbonées pour se déplacer lorsqu'ils partent en vacances. Ok, donc ça veut dire que quand même, in fine, l'objectif vraiment très macro de tout ça, c'est pour le visiteur potentiel final de la destination, pour essayer d'avoir le bon comportement.
C'est ça votre un peu le leitmotiv, c'est dire on espère que on va dicter, même c'est pas peut-être pas le bon nom, mais dicter les bonnes pratiques pour le visiteur à la fin. Ouais, effectivement, on va dire Ça que fait partie. Ouais. l'utilisateur final, enfin, le lecteur finalement du contenu Ouais. qui est produit par le GD, c'est effectivement n'importe quel voyageur finalement qui veut se rendre sur site. Donc effectivement, c'est voilà, comment est-ce qu'on repense le contenu auprès de nos clientèles en prenant en compte notamment tous ces aspects-là. Et c'est un sujet qui est aujourd'hui hyper important, je pense, pour les OGD qui se sentent vraiment concernés par ça, notamment parce qu'en matière de promotion touristique, en matière d'imaginaire du tourisme et du voyage, on a longtemps surfé sur des clichés, sur des stéréotypes dans le secteur touristique. On a toujours montré le meilleur de la destination touristique, le plus beau site. En général, on le montre un jour où il fait hyper beau. On va filmer, on va tourner, on va faire des photos à un moment où il n'y a absolument personne, voire même si on regarde, si on voyait ce qui se passe derrière la caméra, en fait, on a carrément des gens qui disent attendez, on est en train de filmer. Et en fait, on montre quelque chose qui est complètement faux. Et on utilise ça pour venir derrière faire de la promotion et dire venez chez nous, c'est magnifique, on a des sites exceptionnels, etc. Le truc, c'est que derrière, tout le monde va venir au même endroit, tout le monde va venir en même temps. Ça va susciter des comportements. Toutes les dérives qu'on peut imaginer autour d'Instagram qu'on a vu passer ces derniers temps. Donc en fait, il n'y a rien de positif là-dedans, si ce n'est faire des likes, faire des vues, mais so what, quoi, ça apporte quoi très concrètement au territoire? Pas grand-chose. Donc l'idée, c'est plus de se dire comment on reconstruit le récit finalement, comment on reconstruit ces imaginaires qu'on peut avoir des voyages, des territoires. Partir en vacances, c'est pas forcément avoir une semaine de beau temps. C'est parfois le temps il est un peu gris et après c'est pas grave. C'est pas ça qui va forcément nous empêcher de nous faire passer une mauvaise journée. Et c'est aussi pas forcément avoir justement des gens qui sont des figurants qui sont juste des canons de beauté, qui sont jeunes, qui sont hétérosexuels, qui sont blancs. C'est aussi amener ces questions voilà, d'inclusivité. C'est essayer de casser un petit peu tous ces codes, tous ces stéréotypes qu'on a trop longtemps poussés en matière de promotion touristique et de montrer un peu plus de normalité, de transparence. Et c'est aussi au bénéfice des destinations touristiques qui en sont hyper conscientes parce qu'ils ont vu justement toutes les dérives qu'il pouvait y avoir à cette communication trop stéréotypée. Donc il y avait vraiment cette volonté de leur part de se dire ok, on va être plus honnête. Je dis pas qu'ils étaient malhonnêtes auparavant. Mais il y avait un peu de ça quand même dans la façon de communiquer. On va être plus transparent, on va vraiment un peu plus montrer la réalité des choses et ça ne veut pas forcément dire qu'on sera moins séduisant, ça ne veut pas forcément dire qu'on va moins intéresser les gens. Et aussi justement parce que je pense qu'on vit une époque où en gros le monde parfait, le monde idéal, personne n'est dupe. On sait tous que ça n'existe pas et on a tous envie d'avoir un peu plus je pense en tout cas, un peu plus de sincérité, un peu plus de vrai en fait, en particulier dans les contenus qu'on peut consommer. Ouais, ça, justement, comme tu l'as dit, là, les destinations l'ont bien reçu. Est-ce que tu as senti un basculement au moment où vous créez Cairn? Il y avait déjà une sorte de volonté de mieux faire et bon, forcément, tu travailles avec des gens qui sont dans cette même politique, mais comment tu as senti une sorte de bascule petit à petit? Cette volonté, elle était de plus en plus forte. Est-ce que c'est ça qui vous a fait créer Cairn ou c'est un peu des deux? C'est genre, on sent que le besoin est là, mais il faut les accompagner. Qu'est-ce qui a vraiment fait basculer tout ça? Enfin, s'il n'y a peut-être pas une bascule radicale, mais comment tu as senti la progression, quoi? Il n'y a pas une bascule radicale, mais ça fait quand même un petit moment que ce secteur-là se questionne. Même certains ont tendance à dire, dans le tourisme, on se prend quand même beaucoup plus la tête que la plupart des autres secteurs, que la plupart des autres industries qui se posent quand même beaucoup moins de questions. Il n'empêche que ça fait un petit moment que ces sujets-là sont sur la table, avant même le Covid. J'aurais tendance à dire que alors t'as toujours des gens qui sont intéressés au sujet depuis très longtemps, mais j'ai envie de dire d'un point de vue un peu plus général, prise de conscience générale, avant le Covid c'était déjà un sujet, c'est une notion de responsabilité touristique. Après Covid, l'année d'après, j'ai envie de te dire c'était plus le sujet. Là il fallait faire de la relance éco, fallait faire de la consommation parce que tout le monde avait tous les prestataires locaux, ils avaient besoin de bouffer comme tout le monde. Et là, on revient
un peu plus à ces sujets-là, parce que je pense qu'aujourd'hui on a des rapports du GIEC. Aujourd'hui, on voit très concrètement le quotidien du dérèglement climatique, de ce qui peut se passer un petit peu partout dans le monde. On voit que ça s'emballe, que les choses s'emballent. Et donc, il y a aussi une vraie envie de la part de ces acteurs du tourisme d'aller sur ces sujets-là. Mais par contre, il y a un vrai truc, c'est qu'ils se disent, je ne suis pas légitime. Je ne suis pas parfait, en fait. Ma destination touristique, elle est pas parfaite. Donc moi, tant que je ne suis pas parfait, je ne vais pas y aller. Et ça, je pense que c'est une erreur. Bien évidemment, le red flag, c'est le greenwashing. Mais en parallèle de ça, il y a un moment, il faut savoir valoriser une intention, savoir valoriser un certain nombre d'actions, faire gaffe de ne pas montrer des choses qui sont de l'ordre du détail, alors qu'à côté, on fait un truc qui est complètement grossier. Mais malgré tout, je pense qu'il faut aller doucement sur ces sujets-là et surtout en étant le plus honnête et le plus transparent possible. Et les réactions des communautés, on en travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, les réactions des communautés, elles sont bonnes à partir du moment où on est sincère. Oui, mais c'est ce que j'allais te dire. Là, tu l'as beaucoup répété. C'est à la seconde où tu montres la vraie vie, sans dissimuler des trucs ou sans avoir des figurants. A priori, les retours vont être bons. Et c'est en adéquation avec ta destination qui... Comme tu l'as dit au début, si tu fais du fake social media et que les gens arrivent sur ta destination, en fait, c'est pas logique. Donc, autant être raccord avec tout. Et justement, dans ce que tu dis, on retrouve un peu le discours de tous les autres créateurs qu'on a eu depuis le début du podcast. C'est qu'en fait, on ne dit pas aujourd'hui de faire moins de contenu, c'est de faire du contenu différemment. Ça n'empêche que tu peux continuer à faire beaucoup de contenu, même si j'imagine peut-être que tu vas nous le dire peut-être dans l'algorithme que tu as créé Progresscore. Le fait de créer beaucoup de contenu, c'est peut-être un super truc, mais en tout cas, ne plus faire de contenu, c'est pas non plus la solution, c'est juste mieux le faire, quoi, pour mieux le faire pour la communauté, pour la destination, et peu importe finalement ton métier ou ton secteur, juste mieux le faire, quoi, le faire pour de vrai, quoi, arrêter d'être en mode fake contenu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et après, ouais, un peu le problème du contenu et qui est très dicté globalement par les plateformes, hein, par les GAFAM, pas les citer, mais pas que. C'est cette fuite en avant en fait, de produire toujours plus pour plaire à un algo, pour avoir de la visibilité et finalement on en vient à créer de plus en plus de contenu vide de sens. Mais il y a un truc qui est intéressant aujourd'hui, en tout cas j'ai envie d'y croire, c'est que je pense qu'un contenu qui est complètement vide de sens performe plus. Et qu'aujourd'hui je pense que la performance elle est aussi très liée à la qualité du contenu, à ce qu'on va venir raconter. Finalement, est-ce que j'apporte de la valeur? Est-ce que mon contenu, il apporte de la valeur? Donc, moi, je suis plutôt partisan du moins mais mieux. Maintenant, on peut considérer qu'on n'a pas forcément besoin de baisser son niveau de contenu, mais être aussi pertinent avec autant de valeur ajoutée sur un rythme de contenu très haut, la barre est haute, pourquoi pas? Certains en sont probablement capables. En tout cas, moi, c'est plus la question que je me pose, elle est plus là, c'est l'utilité du contenu. C'est très concrètement... Le contenu, qu'est-ce qu'il apporte? Quelle est sa valeur? Voilà. Et je pense que si la seule valeur du contenu, c'est de répondre à l'algo, c'est de répondre à un algo TikTok ou c'est de répondre à un algo Insta, je ne suis pas sûr que qu'on puisse vraiment qualifier cette valeur. Et la communauté, c'est un bon indicateur. Les retours de ta communauté, si tu commences à avoir une démarche qui est plus responsable et plus engagée, a priori, c'est ta communauté le curseur final, quoi. C'est lui qui va dire si c'est ce qu'il attendait. Ouais, tout à fait. Alors après, voilà, c'est toujours pareil sur la question des indicateurs. C'est quels indicateurs on va venir regarder. Je pense qu'avec un contenu pauvre, on peut réussir à avoir des volumes de live, par exemple, extrêmement hauts. Ça peut paraître paradoxal par rapport à ce que j'ai dit précédemment, mais malheureusement, il y a toujours des exemples qui viennent nous montrer ça. Et je pense que sur Insta, on aurait quand même quelques cas assez faciles à identifier qui sont dans ce cas-là. Donc en fait, nous, on va aussi en particulier s'intéresser spécifiquement à ce qu'on appelle les interactions significatives et pas mettre au même niveau les différents types d'interactions qu'on peut avoir sur les réseaux ou sur un site web, mais sur les réseaux en particulier. Il y a un moment où on ne peut pas mettre au même niveau la vue d'un reel avec l'enregistrement de ce reel. Il y a un moment, la qualité de l'interaction, quelqu'un qui vient sauvegarder un contenu
a priori, c'est qu'il a besoin de revenir dessus. Ça veut dire qu'il a trouvé véritablement de la valeur là-dedans. La vue d'un reel, globalement, le reel, il se déclenche tout seul quand il sort dans le fil d'actu. Donc, une vue, elle a une valeur qu'il faut pondérer, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la prendre en compte, mais ça veut dire qu'au lieu de calculer du taux d'interaction de façon bête et méchante, où on va venir additionner, presque envie de dire, des patates et des carottes, on va plutôt se dire, OK, c'est quoi mes différents niveaux d'interaction et lesquels ont de l'importance pour moi. Et pour en revenir à ce que tu disais précédemment, eh bien, la question dans les interactions significatives, la question des commentaires et la question des discussions, est-ce qu'on a des réactions là-dessus, positives ou négatives? Parfois, des réactions négatives, c'est aussi ça vient aussi apporter aussi de la valeur à la discussion. Et en fait, c'est porter beaucoup plus d'intérêt dans l'analyse de la performance de ces contenus à ces interactions-là, plutôt qu'à des interactions plus faciles à avoir globalement. Oui, je vois. Ça fait partie des critères de notation de votre algorithme ProgressScore dans Kern, toute cette partie-là. Ouais. Si oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Tu en as parlé rapidement au début, d'autres critères. Est-ce que tu peux nous les détailler un peu plus? Pour expliquer rapidement le principe du ProgressScore, en gros, on va venir analyser l'écosystème numérique d'une destination touristique. Donc, les réseaux sociaux, les social ads, le site web. Et on va les analyser autour de 4 axes. Un axe de perf numérique. Et justement, sur la perf numérique, on va venir s'intéresser plus spécifiquement à ces questions d'interaction significative, à ces questions de qualité d'audience et de parcours utilisateur sur un site web, de performance SEO côté site web. Donc, vraiment la dimension qualitative de la perf. Ensuite, on va regarder un peu plus en détail les questions d'éthique. Les questions d'éthique, c'est les questions d'accessibilité, de sous-titrage que vous connaissez bien chez Capt, d'accessibilité numérique, des questions de protection des données personnelles, de respect de RGPD, tout ce genre de considérations, de bienveillance, de transparence aussi. Le troisième axe, c'est un axe de Green IT. Donc là, on va venir regarder très concrètement à la fois les volumes d'émissions de CO2 des écosystèmes numériques, mais la question des volumes, elle peut être très liée globalement au volume de vues. Et comme je le disais en introduction, il ne s'agit pas de dire OK, je veux tomber à zéro émission. Si je veux tomber à zéro émission de CO2, globalement, je fais 0 vue. Et là, effectivement, j'aurai zéro émission de CO2. Et en fait, l'idée, c'est plus de se dire comment je suis dans un Green IT, certes, donc un numérique qui est moins émetteur de CO2, mais aussi un IT for Green, c'est-à-dire un numérique qui vienne servir la cause dans le message que je vais venir porter. Donc, c'est plus être dans une approche d'efficience, de se dire, OK, comment je réussis à mieux optimiser mon contenu, mieux optimiser mes supports, en particulier côté site web, plus de frugalité fonctionnelle, être un petit peu plus dans des approches d'éco-conception et ce genre de choses. Donc ça, c'est le troisième axe, qui est plutôt donc un axe de Green IT. Et enfin, le quatrième axe, c'est l'analyse du contenu. C'est ce qu'on appelle, nous, l'analyse de l'engagement éditorial. Donc là, on va venir décortiquer les contenus, que ce soit un post sur Insta, que ce soit une story, que ce soit une page sur un site web. Et là, on analyse le contenu à la fois sur le sujet qui est traité, qui va lui donner une partie de la note. Est-ce que je valorise des labels liés à une démarche de tourisme responsable? Et enfin, le troisième point qui est pris en compte, c'est la question de, globalement, l'angle éditorial qui est retenu. Et en gros, pour donner un exemple assez concret, si je vais parler, je sais pas moi, d'une plage, par exemple, si par définition, par défaut, le sujet il est plutôt neutre. Sauf que cette plage-là, si je viens glisser le fait qu'elle est labellisée par exemple tourisme et handicap parce qu'elle est accessible aux personnes qui viennent en fauteuil roulant, et si je dis en plus dans mon contenu qu'il y a une ligne de bus qui te dépose directement à cet endroit-là, où là je suis plus dans une mobilité du coup partagée, donc moins émettrice de CO2 a priori, bah là je vais avoir un niveau d'engagement éditorial qui va augmenter, donc une note d'engagement éditorial qui va augmenter. Donc en gros, tu l'as compris, notre algo, notre outil, il vient prendre le global de tout ça. Il permet derrière au territoire de se dire, OK, là-dessus, je suis pas mal, là-dessus, je suis moins bon, sauf que je n'ai pas la possibilité de tout changer d'un coup. Donc, derrière, je vais me faire une feuille de route, je vais me faire mon plan d'action et je vais essayer d'agir. Et surtout, c'est surtout très utile, je pense, là où ça peut être très rapide en mise en pratique, c'est sur la partie contenu, parce que tu vois l'exemple que je viens de te donner, c'est finalement
pas si compliqué de venir mettre un peu plus d'engagement dans son édito. Et voilà. Et le truc qui est vraiment important pour nous, c'est de se dire, je mets plus d'engagement édito, mais je garde un œil sur ma perf. Et parce que souvent, on a tendance à se dire, OK, mais là, si je vais sur des questions de responsabilité, de durabilité, etc., globalement, je vais saouler les gens, ma perf elle va dégringoler et ça ne fonctionnera pas. Et en fait, nous, on veut prouver que ce n'est pas le cas, si c'est bien fait. Et c'est pour ça qu'on veut absolument tout mettre au même niveau dans la façon de l'analyser. Ouais, mais c'est un sacré défi parce que comme tu l'as dit, c'est a priori contre nature des gros algos qui prônent le plus. Tu es sur un challenge, mais auquel moi-même, ça n'a aucune valeur, mais j'y crois et je pense que tu as raison. Il y a une vague comme ça quand même qui fait dire qu'on a envie de plus d'authenticité. Donc, c'est prôner quelque chose de plus vrai qui sera a priori plus engageant, donc plus performant. Donc, on va un peu retourner la manière de faire. Et donc, ça, comme tu l'as dit, ça permet de faire une feuille de route pour les destinations et les territoires. Est-ce que tu peux nous parler de l'accompagnement que tu peux proposer, forcément, parce que ton autre casquette, c'est My Destination et une agence social media. L'agence social media, pareil, elle a été créée avant, mais tu étais déjà dans cette logique de contenu responsable, en tout cas de social media plus responsable. Forcément, là, ça va avec. Vous pouvez accompagner les territoires. Concrètement, le social media aujourd'hui responsable, qu'est-ce que ça veut dire de plus de ce que tu nous as dit là? Est-ce que c'est pareil, continuer à éduquer encore plus les communautés, les destinations, la manière de faire du contenu? Peut-être on en a parlé au global, mais concrètement, parfois, ça veut dire ne pas publier certains contenus qui vont être, j'en sais rien, plus négatifs en termes d'impact. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros, être aujourd'hui une agence social media engagée avec le prisme de tout ce que tu viens de nous indiquer juste avant? Ouais. C'est une bonne question. C'est un truc qui nous, je vais pas dire que ça nous upgrade, mais on se challenge énormément sur ça. Déjà, on a un paradoxe de ouf, mais de toute façon, dès que t'es dans ces sujets-là, tu es dans du paradoxe. On a un paradoxe de ouf, c'est qu'à un moment, parler de numérique responsable, d'éthique, et quand tu évolues sur les GAFAM globalement, déjà, tu sais que tu as un petit paradoxe à gérer, tu vois, notamment en matière de protection de respect de la vie privée, etc. On sait que tout ce qu'il y a derrière les modèles de Meta, notamment, ou de TikTok. Donc déjà, là-dessus, on part de rien. On part de loin, pardon. Mais du coup, l'idée, c'est de se dire, OK, ça, on sait que c'est un sujet. Et on sait on sait qu'a priori, c'est pas a priori, on peut pas jouer sur les règles du jeu, c'est eux qui les maîtrisent. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est que rien que tu vois à l'échelle de MD, on pilote à peu près sur une année, c'est à peu près 700 millions d'impressions, de messages qui sont pilotés à l'échelle de l'agence, tu vois, sur l'ensemble des territoires qu'on accompagne. 700 millions d'affichages de messages, ça commence à représenter quelque chose. Donc certaines fois, c'est des affichages de quelques secondes. Parfois, c'est du temps de consommation qui peut être un peu plus long. Mais du coup, on se dit, en fait, l'idée, c'est d'avoir une approche, de se dire, OK, en vrai, il y a un vrai potentiel d'audience, on sait faire, on sait monter le contenu pour qu'il ait de la performance. Donc, très concrètement, finalement, qu'est-ce qu'on raconte, en fait? Et c'est cette idée d'IT for Green, ce que je disais tout à l'heure. C'est en gros, comment, globalement, on fait changer les comportements des clientèles, des touristes, mais aussi des habitants, parce que parfois, il y a toujours, alors ça dépend, nous on est dans le sud-ouest, on connaît un peu ce truc-là du localisme et de se dire, finalement, voilà, quand les touristes arrivent, c'est eux qui ont des mauvais comportements, etc. Mais bien souvent, les habitants locaux aussi, il y a des comportements qui doivent aussi évoluer, donc il y a aussi cette dimension communautaire qui est hyper importante pour nous, c'est justement que les destinations touristiques ne soient pas juste dans une approche de promotion touristique. En gros, je m'adresse qu'aux touristes et je dis « toi, touriste, viens chez moi, tu vas voir, c'est magnifique », mais plutôt une vision communautaire. Comment je crée une communauté affinitaire de gens qui sont hyper intéressés par le territoire avec certains qui sont des résidents dans l'année, d'autres qui sont des résidents un peu plus longs. Et globalement, qu'est-ce que je leur raconte à tous ces gens-là et comment je leur montre qu'on peut pratiquer le territoire un peu différemment, on peut avoir qu'il y a des comportements qui leur paraissent anodins et qui pour le coup ont de vrais impacts. On pense à
les dunes les dunes de sable dans les Landes, par exemple, il y a un moment, si c'est grillagé, s'il y a un chemin qui est indiqué et qu'on te dit qu'il ne faut pas aller à côté, c'est parce que globalement, l'activité humaine, elle va avoir un impact, elle va dégrader l'environnement naturel. Et c'est comment, par le biais de tes contenus, par le biais de tes réseaux sociaux, tu n'es pas chiant en parlant de ça, mais tu le dis, tu le rappelles. Donc après, ce n'est pas forcément le sujet de ton post. Tu vois, tu peux très bien faire un post sur, si on regarde le sujet d'une plage des Landes, le sujet, ça peut être le surf, ou ça peut être, peu importe, une journée de plage, peu importe. Mais par contre, dans ta modo, par exemple, ou à la fin de ton wording, tu peux avoir un petit mot qui vient rappeler ce truc-là, qui dit, et au fait, si le chemin est indiqué, c'est pas pour rien, donc gardez-le à l'esprit, quoi. Le but, c'est de faire gaffe à pas être moralisateur et de réussir à amener ça. Et après, pour revenir à ta question initiale qui était finalement, en gros, c'est un peu quoi le social media engagé, très concrètement, comment ça se matérialise. Bon, il y a les questions d'accessibilité dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont hyper importantes, et questions d'inclusivité aussi qui sont hyper importantes. Et après, sur ce rapport aussi aux GAFAM, qui est de se dire, de toute façon, tu le sais bien, quand on travaille dans le contenu, dans le social media, on le sait, il y a une part d'organique, une part de paid. C'est de la part d'organique, elle a tendance à fondre comme neige au soleil. Plus les années passent, plus les modèles éco évoluent, c'est le grand classique. Mais du coup, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on a une part d'organique qui reste la plus importante possible, le plus de viralité possible. Et là, ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure, ces fameuses interactions significatives, parce qu'en fait, on voit que les algos des principaux réseaux, ce qui kiffe le plus, c'est ces interactions significatives. C'est notamment ces commentaires, ces partages qui vont donner plus de visibilité organique. Et donc, en fait, c'est là où on se dit que tout ça est cohérent, tout est très lié. Et on ne va pas dire qu'on cherche à hacker l'algorithme, on ne va pas non plus complètement se la raconter. Mais par contre, on essaie vraiment de capter comment il marche, cet algo, comment marchent les différents algos et comment on réussit à mettre à la fois de la qualité dans ce qu'on raconte et de la performance numérique en trouvant les bons leviers, quoi. Non, intéressant. Et est-ce que tu sens dans la manière de consommer alors là, peu importe comment on les appelle, utilisateurs, voyageurs, visiteurs, une sorte d'évolution dans la manière de consommer justement les contenus alors c'est pareil, il y a un paradoxe de cette surconsommation, d'avoir envie de regarder beaucoup plus et avec encore plus de facilité. Mais dans le comportement, comme tu disais, dans la modo, dans la manière de réagir, alors je parle vraiment dans ton prisme des destinations que vous gérez. Est-ce que vous sentez quand même que le besoin, quand on ressentait les destinations avec plus d'authenticité, c'était la même chose pour les consommateurs en disant ouais, les gars, c'est cool ce que vous faites, et c'est cool de faire un post sur il pleut pendant une semaine ou j'en sais rien, parce que on a aussi besoin de ça sur les réseaux, on n'est pas venu que voir décorer sur TikTok, quoi. Je pense que c'est peut-être plus compliqué d'avoir le retour à ce niveau-là des communautés, parce que j'ai presque envie de te dire que ça apporte un regard peut-être un peu plus pro, un peu plus expert, de comprendre justement des questions de ligne édito, de comment tu fais évoluer ta ligne édito, etc. Mais en tout cas, on a des gens effectivement qui apprécient quand on fait de la sensibilisation, qui disent ok, c'est cool, heureusement vous le faites, c'est bien de le faire, qui viennent y contribuer aussi, ça c'est hyper bien, qui apportent aussi leur propre tips. Ouais. C'est un truc qu'on voit vachement sur les territoires de montagne, dès qu'on commence à parler un peu de rando, tu vois, de pas se baigner dans un lac de montagne, tu vois, de faire gaffe à les problématiques de crème solaire et tout, tu vois, des passionnés de montagne qui vont réagir à leur tour et qui vont dire ouais, vous avez raison, et en plus de ça, voilà ce que vous devriez faire, etc. Et donc ça c'est hyper cool. Après, moi je pense que de toute façon, comme je le disais tout à l'heure, on cherche tous de plus en plus du vrai, en fait, de l'authentique, de la transparence. On en a un petit peu marre de Enfin, on a compris, je crois, que le monde parfait n'existait pas, et je crois que c'est un peu le sens de l'histoire et que c'est porteur d'un point de vue marketing. Et après, pour te prendre un exemple assez concret, c'est un truc qu'on a observé déjà il y a quelques temps. C'était une station de ski qui avait fait un post sur sa page Facebook qui avait vraiment été pris le jour J, quoi. La photo a été prise le jour J, enfin l'album photo a été pris le jour J. Mais en fait, l'angle de la photo montrait un enneigement qui était OK.
Et en fait, on connaît la problématique. Quand il y a un enneigement qui est plutôt déficitaire en montagne, ça arrive malheureusement. Globalement, on a de la langue de neige et puis autour, on a des montagnes qui sont pas enneigées. Et ça l'angle de la photo ne montrait pas ça. Et en fait, il y avait donc ce qui ne voulait pas dire que la qualité de ski était pas bonne en soi. Par contre, ça montrait une certaine vision, une certaine facette de la montagne. Et clairement, dans les commentaires, les gens qui étaient sur place, ils l'ont relevé. Ils ont dit, ok, mais là, vous vous foutez de nous en fait. Vous vous foutez de nous. Ok, la photo est d'aujourd'hui, ça on veut bien vous croire. Mais par contre, montrez ce qu'il y a autour. Montrez à quoi ça ressemble. Et ça, c'est un truc qui est compliqué quand tu es une station de ski, que globalement, ton imaginaire, c'est des sapins enneigés avec des chalets et des mètres de poudreuse, et que tu te retrouves en janvier et que globalement, tu as une langue de neige et qu'il fait 15 degrés. Là, c'est très, 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 très difficile pour eux, pour les territoires dans ce genre de cas, d'être le plus transparent possible. Et là-dessus, il y a du boulot. Il y a du boulot, mais il y a du boulot collectif. C'est là, on est dans des cas les plus complexes, j'ai envie de dire. Ok. Mais c'est des bons exemples. C'est comme n'importe quel secteur. Tu vas prendre le e-commerce, tu arrives le moment de, j'en sais rien, des soldes, ou c'est pas le meilleur sujet, mais peut-être le moment des soldes en termes d'éco-responsabilité, mais tu as des moments forts de n'importe quel secteur. Il y a un moment, il faut bien communiquer dessus, et comme tu l'as dit, il faut trouver. Je sais pas si tu as le droit de le dire. On a un... Attends, excuse-moi, un tout petit dégage. Non, mais juste, je voulais rebondir pour terminer là-dessus. C'est qu'il y a un truc qu'il ne faut pas oublier dans la question de responsabilité. C'est la dimension économique. C'est qu'à un moment, il y a de l'économie locale. Le tourisme, c'est aussi de l'économie locale. Il y a des enjeux d'emploi. Il y a des enjeux d'économie, parfois de vallée, quand on parle de montagne. Et quand l'économie, elle est construite autour du ski, pour reprendre ce sujet-là, du jour au lendemain, ça ne peut pas switcher. Ça ne peut pas changer comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est plus un sujet collectif, nous, en tant que voyageurs, de revoir aussi notre façon d'aller à la montagne, etc. Je pense que les territoires de montagne, ils sont en train déjà beaucoup de faire énormément de travail. Il y a beaucoup de discussions dans les vallées, personne n'est d'accord, etc. Ça va être intéressant de voir comment tout ça évolue par la suite. Ok, bon, ouais, tu fais bien de préciser, effectivement, l'aspect économique hyper important. Et de toute façon, majeur dans beaucoup de secteurs. Justement, on finit par ça. Est-ce que tu as le droit de le dire, vu ta position, dans un mois et demi, on est au ski. Où est-ce qu'on va? Quelles sont les bonnes destinations, ou avec une bonne note, les bons élèves dans le sud-ouest? On ne peut pas dans le sud-ouest d'ailleurs, peu importe. Dans le sud-ouest, je peux en donner plusieurs si tu veux pas te mettre en... Non, mais alors, tu sais quoi, je vais pas forcément... Enfin, si je peux citer les stations, peu importe. Mais bon, déjà, moi, tu le sais, et je sais qu'on partage ce truc-là. C'est clairement une attirance hyper forte pour les Pyrénées. Moi, j'habite à Pau, au pied des montagnes, et dès que je peux m'échapper en montagne, c'est ce que je fais. Donc voilà, j'ai la chance d'avoir des montagnes qui sont juste à côté. Voilà, un territoire, là, enfin une station de ski, on va dire, si vous voulez faire du ski ou choisir une station de ski, vous avez les labels Station Verte, Flocon Vert, pardon, Station Verte, c'est autre chose, excusez-moi, c'est un autre label. Flocon Vert, le label de Mountain Riders, qui globalement, qui a un cahier des charges assez bien foutu, qui va venir analyser les engagements des stations de ski dans leur façon de consommer de l'énergie, leur gestion de l'eau, qui va venir prendre en compte tous ces enjeux de responsabilité sociale et environnementale. Ce label-là, elles sont dans une démarche qui est plutôt cool, et du coup, ça vaut plutôt le coup de les favoriser et d'aller chez eux. Et puis après, j'ai envie de vous dire, il y a une grosse tendance autour du train en ce moment, et c'est un sujet, notamment les plus jeunes générations sont de plus en plus fiers de montrer, en particulier sur les réseaux, qu'elles prennent le train, etc. Essayer d'aller au ski en train, ça se fait. On peut trouver de plus en plus facilement d'informations là-dessus. Alors, si vous êtes plutôt du côté des Alpes, vous avez les Arcs, où vous pouvez arriver à Bourg-Saint-Maurice en train, et puis après, vous allez avoir la possibilité de rejoindre assez facilement la station. Donc voilà, essayez de regarder un peu des stations où soit vous pouvez arriver en train, soit qui sont dans cette démarche-là de Flocon Vert.